Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Pas besoin d'être un fin connaisseur de la chose politique pour deviner pourquoi MBS, le prince héritier saoudien, a inscrit l'Algérie dans le programme de ses visites internationales de blanchiment du crime et du génocide. MBS, appelons-le donc par son petit pseudo tout mignon. MBS est dans la mélasse jusqu'aux yeux, et même qui n'est pas écarté du tout qu'il puisse être retiré de la succession, purement et simplement. L'assassinat de Khashoggi, dans les conditions que nous savons, et compte tenu des informations parcimonieuses au compte-gouttes qui ont été livrées à l'opinion publique, ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est bien ce MBS-là qui a ordonné la liquidation du journaliste. Et il est même très vraisemblable qu'il puisse même être l'instigateur, l'ordonnateur de quelques détails particulièrement sordides, particulièrement monstrueux dans l'exécution du journaliste et qui finiront bien par sortir un jour, lorsque les uns et les autres cesseront de considérer que la vérité de cette aubaine est plus rentable quand elle est monnayée plutôt que livrée aux opinions publiques. Les affaires, c'est les affaires. Bien. MBS est donc en train de traverser la pire période d'une carrière qui n'a même pas commencé, puisque pour le moment, il est juste le prince héritier, une sorte de roi stagiaire, qui avait réussi à un certain moment à faire croire qu'il allait réformer de fond en comble les mentalités poussiéreuses et atrocement rétrogrades de la société saoudienne. Le grand réformateur devant l'Éternel, qui usait pour ses réformettes spectaculaires les gardiens du temple saoudien, ces prédicateurs professionnels et héréditaires, qui savent si bien rendre licite ou haram une chose et son contraire, une situation et son contraire, selon que le maître cherche à l'interdire ou à la légitimer. Au nom du Coran et de la Sunna et des tas d'autres astuces que ces professionnels de la fatwa savent si bien tourner selon les besoins de la circonstance. Musique haram, jazz halal, conduite de voitures interdite pour les femmes aujourd'hui, puis autorisée demain, avec des arguments en acier trempé dans l'un et l'autre cas. Et ainsi, pendant que MBS opérait des révolutions dans le sacro-saint de la réaction, dans l'antithèse de la vraie religion, en ces terres de calcification, terre bénie pour avoir été le berceau de l'islam, et à jamais flétrie pour avoir été le masque derrière lequel se sont cachés ceux-là qui ont putréfié le cœur battant de l'islam. Pendant qu'il donnait le change, pendant qu'il faisait massacrer des centaines de milliers de Yéménites, pendant qu'il affamait les enfants de ce pays, pendant qu'il décomplexait, voire même qu'il louait des relations franches, cordiales et très généreuses avec Israël, pendant qu'il achetait la bénédiction des Américains en centaines de milliards de dollars dans ce qu'il croyait être la plus brillante des opérations de com de l'histoire de son pays. Et dans le même temps qu'il procédait à une sorte de mise au pas des pays arabes et assimilés, qui renaclaient dans les brancards, il faisait en même temps le ménage chez lui. Et là, ce n'était plus le doux réformateur qui laissait croire qu'il allait se délester des détestables penchants de sa famille. Bien au contraire, ce qu'il donnait en pâture à une opinion publique occidentale en termes de pâte blanche, il le reprenait sur le dos de ses propres sujets jusqu'à des membres de sa famille qu'il détroussait, qu'il embastillait dans des palaces, sans compter les milliers de gens qui subissaient ses foudres. Mais pire que cela, et comme il voulait se fabriquer au sein du monde arabe ou dit arabe l'image du monarque fort et qui ne craint pas de faire couler le sang des peuples, il entreprit de lancer une guerre contre le Yémen. Il commença à baptiser cette guerre la tempête
du sérieux. En promettant Mordicus qu'il allait plier l'affaire en 3 mois et qui allait malheureusement dépasser les 3 ans à ce jour. Il ne fallait pas beaucoup de temps pour que la tempête du sérieux soit débaptisée et rebaptisée tempête de l'espoir. Tiens donc, un espoir qui s'est transformé en carnage, des centaines de milliers de morts, plus de 300 000, des centaines de milliers de réfugiés, de sinistrés, une famine qui provoque encore la mort de milliers d'enfants, des maladies d'un autre âge. Première catastrophe donc qui allait le montrer sous son véritable jour, M. MBS. Puis vint l'affaire Khashoggi, qui en plus de l'atrocité de l'acte, a montré toute l'improvisation, tout le bricolage, toute l'incompétence d'un ancien client des psychiatres. Et donc, une image plus qu'écornée, ternie, gorgée du sang des innocents. MBS joue désormais son trône. Et si ce n'était l'ami américain qui continue à le soutenir d'une manière chafouine autant qu'intéressée, il aurait déjà été zappé. Il est sur le fil du rasoir. Il lui faut donc absolument passer à la blanchisseuse. Et quoi de mieux que de se servir des carpettes arabes ou dites arabes pour revenir à une honorabilité relative. Ces communicants lui ont donc conseillé d'user des tapis rouges de régime qui ne demanderaient pas mieux que de servir de strapontin à un homme dont on dit qu'il sait renvoyer l'ascenseur. Et devinez qui sont les pays élus à la réception du fils prodigue? Bien voyons. La Mauritanie, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Mais ces comtés sont les peuples de ces pays. Aujourd'hui, en Tunisie, où il était attendu, le peuple tunisien lui a manifesté son refus de servir de carpette. Des milliers de Tunisiens ont battu le pavé et ont brandi des pancartes qui ne laissent aucun doute sur la conscience politique de ce grand peuple. Walil Baqiya Hadith. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA, qui sera avec moi en Skype. Pourquoi en Skype? Parce qu'aujourd'hui, je suis à Londres, d'où j'anime cette émission. Jamal Lalilesh, militant des droits de l'homme, qui sera avec nous aussi en Skype. Et Hadda Hazam, directrice, fondatrice du quotidien Al-Fajr. Et je commence par recevoir Jamal Lalilesh. Jamal Lalilesh, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, Jamal Lalilesh, tout à l'heure, MBS s'est posé en Tunisie. Il a été reçu par le président tunisien. Mais dehors, image que n'a pas relayée la télévision publique tunisienne, les Tunisiens étaient dans la rue, où ils manifestaient de façon très responsable, très consciente, leur refus de servir de strapontin et de carpette à ce monsieur. Oui, les pouvoirs dans le Maghreb ou en général dans les pays islamiques sont complètement disjonctés de leur population. Les populations les ont dépassés de loin. Ils ne sont pas en phase avec leur peuple. La preuve, après tous ces massacres, après cet embargo contre le Yémen, ce pays devrait être mis au banc des accusés par tous les pays du monde, pas seulement les pays occidentaux, même les pays musulmans. Il est de notre devoir de musulmans de dénoncer justement tout ce que l'Arabie saoudite est en train de commettre comme crime odieux contre des jeunes, des enfants qui crèvent à cause de l'embargo, un embargo alimentaire, un embargo sous toutes ses formes. Des femmes, des enfants, la famine a frappé comme elle n'a jamais frappé ailleurs. Ça nous rappelle vraiment les années noires des pays africains, là où il y avait la famine. Mais il y a eu, Jamal Lalilesh, il y a eu, pour cette guerre du sérieux, comme l'a appelé, c'est un nom très bizarre, hein, la tempête du sérieux, qu'il avait promis pour 3 mois, dure depuis 3 ans, et elle a fait plus de 300 000 morts.
dont presque 80 000 enfants. Oui, ils se sont enlisés dans cette guerre sans le savoir, parce qu'ils ont été entraînés de toute manière. Ils ne décident pas d'eux-mêmes de ce qu'ils doivent faire. L'Arabie saoudite, depuis des lustres, on lui connaît un caractère pacifique et un non-interventionnisme à l'extérieur du pays. C'est la première fois. Ils se sont rapprochés avec ce MBS qui s'est rapproché. Non, je suis désolé, ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite intervient à l'étranger. Bahreïn, oui, par exemple. Oui. Oui. Ces derniers temps. Oui, ces derniers temps. Justement, avec la venue du MBS. Non, avant. Bahreïn, c'était avant. Bahreïn, c'était avant MBS. Oui, mais après le rapprochement avec Israël et les États-Unis, bien sûr. Mais de toutes les façons, l'Arabie saoudite a toujours joué les gros bras avec tous les pays du Golfe dans la région, s'imposant soi-disant comme le grand frère, mais le grand frère ombrageux qui ne souffre aucune contradiction. Oui, mais ce qui les a amenés aujourd'hui à toutes ces violations des pactes d'amitié qu'ils ont avec les pays arabes, l'embargo sur le Qatar, et puis cette guerre contre l'Iran et tout ça, c'est le rapprochement avec Israël. Maintenant, c'est Israël et les États-Unis qui leur dictent la conduite. C'est un allié stratégique maintenant d'Israël et des États-Unis, qui dit États-Unis d'Israël, bien sûr. Restez avec nous, Jamal Lalilech. Nous allons recevoir Brahim Younsi, mais avant, nous allons écouter M. Makari du MSP nous dire ce qu'il pense de ce projet de visite de MBS en Algérie. الظروف والسياق الآن اليوم يعني لا يسمح للجزائريين بأن يرحبوا بولي العهد السعودي. هو الآن يعني داخل في معركة كبيرة، وهو مسؤول على قتل أعداد هائلة من الأطفال ومن المدنيين في اليمن. هو مسؤول كذلك على سجن العديد من السعوديين بغير جرم، يعني كثير من الدعاة، كثير من الحقوقيين، كثير من المثقفين، وكان آخرهم الجريمة النكراء، الجريمة الداعشية للصحفي جمال الخشقجي. يعني فالحقيقة يعني استقبال ولي العهد السعودي في هذه المرحلة في الحقيقة لا يخدم صورة الجزائر ولا يخدم سمعتها على المستوى العالمي ولدى الشعوب العربية والإسلامية. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Brahim Younsi, je vous ai fait faux bon aujourd'hui. Moi, je suis à Londres. Ben oui, j'attendais à vous voir en haute forme. Voilà. Alors, Brahim Younsi, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Makari qui use de mots très durs et très forts, hein. Parlant de l'assassinat de Khashoggi, il dit c'est un crime daïchien. Ben oui, bon, vous connaissez les rapports qui existent entre les frères musulmans et l'Arabie saoudite. Donc la déclaration de Makari ne m'étonne guère. Et il y a une rivalité aujourd'hui entre la Turquie qui appartient à cette mouvance et l'Arabie saoudite et Riyad. Mais entre la Turquie et l'Arabie saoudite ces derniers temps, c'est un peu comme une sorte de petite lune de miel, non? Non, parce que l'axe maintenant qui est en train de, à ma connaissance, l'axe qui est en train de se construire, c'est celui entre la Turquie et le Qatar. Il y a eu d'ailleurs une visite très récente, me semble-t-il, du cheikh de l'émir qatari à Istanbul. Oui, après que la Turquie ait installé une sorte de petite base mobile lors des menaces saoudiennes, en effet. Mais sinon... je dois dire que je suis comme citoyen algérien, je suis opposé, évidemment, comme beaucoup d'Algériens, à la venue de Mohamed Ben Salman en Algérie. Et ceci pour des raisons à la fois de politique intérieure et de politique étrangère. Vous n'avez pas oublié, moi non plus, l'ingérence ou les ingérences incessantes de l'Arabie saoudite dans les affaires intérieures algériennes.
au point de vouloir réduire ou annihiler la liberté d'expression des Algériens. Et souvenez-vous de ce typho qui avait été déployé à El Melilla par des Algériens. Oui. Et je déplore d'ailleurs les excuses que le Premier ministre Ouihia s'est empressé de présenter. Pas seulement les excuses, Ouihia a présenté des excuses, il a fait limoger des hauts responsables de la wilaya, dont le chef de sûreté et un autre patron sécuritaire. Il avait violemment condamné les supporters qui avaient osé brandir une photo du prince héritier, etc. Pas seulement des... Mais sinon, Brahim Younsi, d'après vous, pourquoi Mohamed Ben Salman, MBS, veut-il absolument faire une tournée dans ces pays-là, que même, bien souvent, ne considère même pas comme étant arabes d'ailleurs? Oui, mais je crois que tout simplement, Ben Salman veut redorer son image. Et pourquoi qu'il ne le ferait pas avec des pays européens, américains, suisses? Pourquoi il a choisi ces pays-là? Il vient aussi parce que je viens de parler de cet axe qui est en train de se faire entre la Turquie et le Qatar. Mais il y a d'autres raisons, même si la Tunisie n'est pas un pays pétrolier, n'est pas un pays exportateur de pétrole. Il y a aussi la question palestinienne, et c'est la raison pour laquelle je voulais dire qu'il y a des raisons de politique intérieure, mais aussi des raisons de politique extérieure. D'autant plus que, l'Arabie Saoudite a toujours été hostile à l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental. Et puis aujourd'hui, il y a la question palestinienne. Et l'Arabie Saoudite a bradé la question palestinienne. Et je pense qu'il y a des demandes pour que le prince héritier redore son blason auprès des États-Unis. Me semble-t-il, il y a deux sujets, deux messages que vient porter le prince saoudien, notamment en Algérie. Un, la question palestinienne. Deux, le prix du baril. L'Arabie saoudite travaille à la baisse du prix du baril. Qui se situerait pour eux entre 45 et 50 dollars le baril. Voilà les deux questions essentiellement. Oui, mais dans ce cas, pour l'une ou l'autre raison, pourquoi le régime algérien accepterait-il de rendre service à quelqu'un qui est en train de leur scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ce n'est pas, peut-être ne vont-ils pas lui rendre service, mais comme citoyens, nous l'avons dit, les citoyens algériens ne veulent pas de Mohamed Ben Salman en Algérie, mais les relations internationales sont fondées sur les relations entre États. Je vois mal les dirigeants actuels, le pouvoir actuel, refuser de recevoir, d'accueillir Mohamed le prince héritier. Cela n'est pas possible. Et en quoi il pourrait leur nuire, Brahim Younsi? En quoi, si jamais ils auraient dit non, en quoi le prix des pétroles il a baissé? C'est la seule chose, qui puisse leur rendre service. Il ne va pas, pour leurs beaux yeux, il ne va pas mener une politique anti-américaine? L'Arabie Saoudite a quand même aujourd'hui une capacité de nuisance parce qu'elle a une politique trumpienne et elle a des liens très, très étroits avec les États-Unis et aujourd'hui avec Israël. Mais le problème n'est pas dans le fait de nuire ou de ne pas nuire, dans le fait des relations qui existent entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie. Dans ces cas-là, il vaut mieux interrompre les relations diplomatiques entre les deux pays. Quand vous avez des relations diplomatiques avec un pays, vous devez recevoir ses dirigeants. Souvenez-vous, je pense que c'est exactement le même cas quand François Mitterrand était venu en Algérie en tant que premier secrétaire du Parti socialiste. Il a été accueilli comme un chef d'État. Néanmoins, François Mitterrand, souvenez-vous de ce qu'il avait dit en 1954. Ma seule réponse, c'est la guerre. Ensuite, tous les recours, alors qu'il était ministre de la Justice, garde des Sceaux, tous les recours que les condamnés à mort algériens avaient introduits auprès de lui ont été rejetés parce qu'il faisait
à ne pas gracier, à René Coty. Et nous l'avons reçu aussi comme chef d'État. Là, nous sommes dans le cadre des relations internationales, nous n'y pouvons rien. Mais il est très bien que les peuples montrent leur hostilité à sa venue. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous allons regarder deux enregistrements l'un après l'autre qui sont pour la visite de MBS en Algérie. Vous avez écouté l'inénarrable M. Ammar Ghoul, l'artisan de l'automoute Est-Ouest. Puis nous écouterons Weld Qaddour, le PDG de Sonatrach, c'est-à-dire la personnalité. D'ailleurs, lui-même aime toujours à rappeler aux gens qu'il est un lauréat du MIT, Massachusetts Institute. Donc, vous allez les écouter, mais attachez vos ceintures. يعني الوطن العربي الإسلامي هذا أمر طبيعي. احنا ماذا بينا كل علاقاتنا بمحيطنا، محيطنا الإفريقي، محيطنا الجواري، محيطنا العربي، محيطنا المتوسط، محيطنا السياسي، فماذا بينا يكون كل محيطنا مع علاقات جيدة، لأن صناعة حسن الجوار، صناعة يعني حسن الصلة يصنع من خلاله الأمن والاستقرار. فقط كذلك الدبلوماسية والعلاقات والسياسات مصالح. للسعودية مصالح في الجزائر وللجزائر مصالح، وبالتالي نحافظ ونحمي مصالحنا، هذا أمر طبيعي وعادي. أما على الزائر المرتقب بطبيعة الحال لما يحدث الأمر يكون عندنا موقف ما زال رقيق. Et nous allons écouter M. Weld Qaddour. Pour répondre à la première question, on ne sait jamais quel est l'impact politique d'un déplacement comme ça. On ne sait pas comment ça va. Donc, on espère que ce sera un truc positif. En fait, la meilleure des solutions pour pouvoir stabiliser les prix, c'est de diminuer les réserves. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Qui c'est qui remplit les réserves? C'est les Saoudiens. Donc, s'ils diminuent un petit peu la production, ça sera que la bienvenue. Quant à nos relations avec nos partenaires étrangers, on est en relation avec SABIC, on est en relation avec Hadda Hazam est avec nous. Merci Hadda Hazam d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors Hadda Hazam, MBS a rencontré le roi père, hein, le père du roi d'Espagne, Juan Carlos. Il l'a juste rencontré de façon très protocolaire et pas en Espagne, hein, ailleurs. Pour une petite poignée de main, ça a fait un tollé en Espagne. Alors, chez nous, non. Chez nous, ils sont en train de dire non, M. Roul qui était en train de parler. Non, pourquoi? Ce sont des pays. Il a même fait de l'Arabie Saoudite notre voisin. Il parle d'elle comme d'un voisin, d'ailleurs. Puis, ce sont des affaires économiques, notre intérêt, patati, patata, sachant que. De toutes les façons, l'Arabie Saoudite ne va pas baisser les prix du pétrole pour ses beaux yeux. Et Weld Qaddour, pareil, le PDG de Sonatrach, qui semble un peu gêné, hein, on le sent un peu gêné, mais qui n'en est pas moins politicard, hein, qui va dans le sens du poil. Hadda Hazam, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de visite de MBS en Algérie? Moi, je l'ai écrit clair et net dans ma chronique d'il y a 3 jours. Et j'ai dit qu'il n'est pas le bienvenu. On refuse de recevoir un sanguinaire, quelqu'un qui tue des enfants. C'est pas uniquement Khashoggi qu'il faut, l'assassinat de Khashoggi qu'il faut dénoncer, mais surtout ce qui se passe au Yémen. C'est terrible. C'est une guerre qui est ignorée totalement par la presse, par les médias en général. Mais en Algérie, je crois qu'ils vont le recevoir à bras ouverts, comme vient de le recevoir tout à l'heure Beji Qaïd Sebsi, s'il est bien arrivé en Tunisie. En tout cas, malgré la mobilisation de la rue. Alors en Algérie, on ne peut pas mobiliser la rue. Ils vont le recevoir parce qu'ils disent peut-être qu'il n'est pas encore condamné, que personne n'a qu'il n'y a pas une justice qui l'a condamné. Mais quel est leur intérêt, Hadda Hazam? Quel est l'intérêt des barons du régime de se plier à une telle demande? En quoi ils vont faire profiter le pays? Bon, pour la Tunisie, on sait par exemple que MBS vient de faire un dépôt, hein, c'est son argent, mais il a déposé 2 milliards de dollars dans une banque tunisienne pendant qu'il fait
des affaires avec les Américains à coût de centaines de milliards de dollars. Mais les Algériens, en quoi il peut leur être utile? Hadda Hazam? Est-ce que Hadda Hazam est avec nous? Nous l'avons perdu, nous allons essayer de la retrouver. Et je reviens à Jamel Lalilesh. Jamel Lalilesh, vous avez écouté Ammar Ghoul et Ould Khadour? En l'écoutant Ammar Ghoul hier, j'ai partagé sa vidéo en mettant comme titre s'il vous plaît, envoyez-le à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Parce que. Comment? Attendez, Jamel Lalilesh. Envoyez-le à l'ambassade pour qu'il le découpe en morceaux? Ah oui, s'il vous plaît, parce que comme ça, on ne le reverra plus. Ah, quand même, un régime qui permet à des voleurs de vivre en liberté et de bénéficier en plus de postes de sénateurs, c'est inimaginable. C'est dans la logique des choses qu'on voit un MBS venir en Algérie. C'est dans la logique des choses. Ce sont ses homologues dans la répression. Ils se ressemblent, ils s'assemblent de toute manière. Notre politique, si Jamal, elle n'est pas indépendante, elle nous est dictée. Les dirigeants du monde, les puissances les plus fortes nous dictent notre marche à suivre. S'il y a eu un coup de fil pour dire aux Algériens, vous devez le recevoir, ils vont le recevoir. Parce qu'un régime qui ne bénéficie pas de la légitimité populaire est soumis aux pressions. Et puis il est facile à manier, à manipuler. Mais si ces pays occidentaux envoient des injonctions pour recevoir un BS, pour le passer à la blanchisseuse, pourquoi ne le reçoivent-ils pas eux-mêmes, ces pays? Justement, ils ont des peuples vivants, des peuples qui bougent. Et ils ne vont pas le laisser passer. Vous avez vu la manifestation à Londres déjà, il y a plusieurs jours, avec des bus pleins de pancartes, avec des photos de MBS. Non, mais en parlant de ces injonctions. Et récemment, Donald Trump lance une injonction en direction de l'Algérie pour améliorer ses relations avec le Maroc. Juste après la déclaration de Mohamed Sadis demandant un dialogue avec l'Algérie. Et puis, bon, l'Algérie a refusé. Donald Trump intervient dans la... Et quelle a été la réponse des Algériens? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de légitimité et ils sont tenus par des dossiers de corruption, des dossiers de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est ça le chantage qu'il fait. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui devra revenir à ses enfants qui vont la soustraire à toutes ces puissances prédatrices, comme l'a fait Erdogan. Maintenant, il nous faut un président algérien, réellement algérien. Donc, ils vont le recevoir, c'est dans l'ordre des choses. Mais Jamel Lalilesh, quand vous dites qu'il nous faut un président vraiment algérien, Bouteflika est algérien, quoi qu'on en dise, malgré ce qu'on fait circuler sur son compte, il n'y a aucun doute qu'il est algérien, dont la famille s'est réfugiée au Maroc. Bon, il avait un passeport marocain en 62 quand il est rentré en Algérie. C'est pour lui permettre de visiter les prisonniers d'Aulnay. C'est sur ordre de De Gaulle que le passeport lui a été remis, passeport marocain. Parce que le De Gaulle ne pouvait pas permettre à un Algérien commandant de la LN d'aller visiter des rebelles, comme ils disent eux, dans une prison française. Oui, des grands révolutionnaires qui m'ont connus dans le monde entier à l'époque et qui avaient fait bouger le monde, sont visités par un jeune de 20 ans sur ordre de De Gaulle. Alors De Gaulle, s'il y a permission de De Gaulle, il y a complicité de De Gaulle. Et qui c'est qui était l'envoyé? Il était l'envoyé de qui? C'était l'envoyé de Boumediene, qui devait prendre le pouvoir après l'indépendance. Et pour permettre à l'armée des frontières de prendre le pouvoir. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, restez avec nous, Jamel Lalilesh. Nous venons de retrouver Hadda Hazam. Hadda Hazam, merci de nous avoir rejoints. Oui. Hadda Hazam. Oui. Alors, Hadda Hazam, Oui, quel est l'intérêt des barons du régime algérien de recevoir, surtout en ce moment où ils
Ils ont des problèmes jusque-là. Ils n'arrivent pas à régler le problème de la succession. Ils n'arrivent pas à avoir un candidat du consensus à 4 mois du démarrage de la campagne électorale. Ils se mettent encore à dos le peuple algérien avec cette histoire de MBS. Quel est leur intérêt là-dedans? Il n'y a pas un intérêt ni pour eux, ni pour l'Algérie, malheureusement. Mais ils sont comme ça, ils nous disent qu'on n'arrive pas à comprendre parfois. Ils ne veulent pas avoir l'Arabie Saoudite sur le dos. Le prince est toujours prince héritier, il est toujours légitime dans son pays. Et je pense que l'Algérie a cette logique, malgré qu'elle a toujours... Hadda Hazem, je vous laisse entre les mains de la régie. On vous entend très mal, il y a un problème. On vous entend presque pas. Et je reviens à vous dès que le problème est réglé. Et je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi. Brahim Younsi. Je vous ai. Alors, Brahim Younsi, qu'est-ce que la communication de M. MBS recherche? Si c'est pour redorer son blason, pour montrer patte blanche, pour passer à la blanchisseuse, en quoi l'Algérie ou la Tunisie ou la Mauritanie, en quoi le fait de les visiter va-t-il pouvoir lui ouvrir les portes de l'Occident? De toutes les façons, moi je crois que les portes de l'Occident lui sont ouvertes. Elles ne sont pas... Visiblement non, puisque une simple poignée de main entre le roi d'Espagne, père, et MBS a soulevé une vague d'indignation extraordinaire en Espagne. De la population. Oui. De la population. La société civile en tant que tout, hein, même des politiciens, des parlementaires, des journalistes. Je crois la société civile, je crois que le peuple algérien, les Algériens, dans leur écrasante majorité, sont aussi indignés par la venue de Mohamed Ben Salman en Algérie. Ils ne peuvent pas l'exprimer comme d'autres peuples peuvent exprimer leur indignation. Mais les États occidentaux ne fermeront pas la porte, qu'on le veuille ou non, à Mohamed Ben Salman, en dépit de cette affaire Khashoggi. Mais la question du Yémen, me semble-t-il, est nettement plus importante que celle de Khashoggi. Or, les États occidentaux, non seulement ne s'indignent pas, non seulement n'interviennent pas pour arrêter le massacre, mais vendent encore des armes à l'Arabie Saoudite et n'ont pas cessé de lui vendre des armes. C'est dire que ce problème du Yémen est un problème, j'allais dire, accessoire pour les pays d'Occident, un problème qui ne leur pose aucun problème moral, parce que les relations entre États ne sont pas toujours, ou ne sont pas du tout reliées à la morale, mais aux intérêts, et on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, mais les peuples d'Occident, les peuples occidentaux ont suffisamment de liberté pour pouvoir exprimer leur désaccord avec leurs dirigeants, ce qui n'est pas le cas chez nous. Moi, ce qui me semble à la limite stupide, à la limite irréfléchi, immature, c'est que le MBS investit autant d'efforts, autant de communication pour une visite de pays qui ne vont pas lui rapporter de dividendes en termes de notoriété, d'honorabilité. Et en plus, quand il choisit l'Algérie, quand il choisit le mois de décembre, sachant ce que l'Algérie est en train de vivre à son sommet, on se dit d'ici décembre, peut-être que ce ne sera même pas possible de visiter l'Algérie. Qu'est-ce qui le pousse à engager des pions, à s'investir dans des choses qui ne rapporteront forcément pas? Je ne sais pas si ça peut lui rapporter ou non. S'il fait cette visite, il a des arrière-pensées. Est-ce que le Mohamed Ben Salman travaille pour son propre compte ou pour le compte de quelqu'un d'autre? Je pense que Mohamed Ben Salman n'est qu'un missi dominici, n'est qu'un envoyé des États-Unis. Les États-Unis ont besoin de régler cette question palestinienne, on en a parlé tout à l'heure,
Donc Ben Salman, c'est peut-être ces pays sont les premiers que le prince héritier d'Arabie Saoudite visite. Il en visitera sans doute d'autres pays musulmans pour poser la question de la Palestine que Trump veut absolument régler à sa manière. Et nous avons vu comment il a traité dès son investiture, ou quasiment dès son investiture, la question de son ambassade qu'il a transférée à Jérusalem. Je pense que Ben Salman n'est pas venu pour redorer son blason. Je ne crois pas qu'il a besoin de redorer son blason, parce que d'ailleurs Trump l'a dit. Il sait qu'il est le commanditaire du crime commis en Turquie, mais néanmoins il passe l'éponge, et ce sont les milliards de dollars que les États-Unis lui paient pour son matériel militaire, que Ben Salman est absous. Est-ce que j'ai bien compris que vous nous dites que finalement Ben Salman est peut-être une sorte de cheval de Troie pour passer un message concernant des futurs réaménagements pour le cas palestinien? Oui, absolument. Je crois que l'idée fixe de Trump, et cela n'est un secret pour personne, tout le monde le sait, c'est l'Iran. Et nous savons que certains pays, et les pays, à l'exception de l'Égypte, les pays visités ont des relations, disons, normales, sinon d'excellentes relations avec l'Iran, pour ce qui concerne l'Algérie. Et l'Algérie a toujours eu des relations tout à fait excellentes avec l'Iran. Je crois que l'ennemi principal, c'est l'Iran. Et on veut absolument mobiliser certains pays pour se dégager de leur soutien iranien. Et d'autre part, je pense que la question palestinienne va se reposer et se repose tout de suite j'allais dire la solutionner de façon radicale. Que l'État palestinien, c'est un État qui n'émerge pas et n'émergera pas, hélas. Donc il faut régler cette question de l'État palestinien. Et comme l'Algérie est très engagée, il faut le dire. Régler dans le sens de liquider. De liquider, absolument. Restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous. Nous allons voir quelques images de la réaction de la société civile, comme on dit, tunisienne. Et vous allez voir comment les Tunisiens ont réagi à la visite de Ben Salman. احنا كمحامين نعتبروا نساندوا هذه الوقفة وندعمها، ونعتبروا أنه من أبسط واجبات الشعب التونسي كجماهير، كرأي عام، كطلبة، كمواطنين، كمحامين، كأحزاب، كجمعيات، لابد أن تقف وقفة رجل واحد في الحقيقة، لأنه تونس فيها ثورة، حتى ولو كانت فيها نقائص، حتى ولو كانت فيها مشاكل، فإنه زيارة هذا السفاح اللي نعتبروه سفاح مجرم، وهو أراد أن يأتي لهذا البلد لتدنيسه ولأخذ شرعية مزيفة، ونعتبر أنه هذا الشخص غير مرغوب فيه هذا الوطن. وإحنا باعتبار محمد بن سلمان متورط، نعتقد كمحامين أن هذا الشخص متورط في دم هذا الصحافي الحر اللي في آخر رسالة
حي الثورة التونسية وحي الفضاء الحر في تونس. نعتبر أن هذا السفاح معرة وعيب وظلم أنه تطأ قدماه البلاد التونسية اللي نعتقد أنه رغم كل الإرهاصات ورغم كل النقائص ورغم كل المشاكل ورغم الوضع الاقتصادي الحرج ورغم الثورة المضادة فإنه هذا الشخص غير مرعوب فيه باش يجي للبلاد التونسية. Jamel Lalilache, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la rue tunisienne? Et là, on n'a pas montré des images des plus, où il y a des marches de plus de 3000 personnes. Hein. Elles sont sur le net, tout le monde peut les voir. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, je tire chapeau et je salue le peuple tunisien pour son patriotisme et puis son élan de solidarité avec les opprimés. D'ailleurs, ce qu'a dit l'avocat tout à l'heure, il parle de révolution. Oui, c'est ça, les révolutionnaires, c'est ça leur réaction. Mais en revenant à MBS, il pourrait aller dans les pays européens occidentaux, hein, parce que, vu leur aliénation énergétique, ils sont prêts à des concessions. Oui, mais il y a les opinions publiques. La preuve, c'est qu'il n'y est pas allé. Il a préféré venir dans les pays arabes, comme il dit, lui. Oui, mais au niveau diplomatique, souvenons-nous de l'entrée de ce pays dans la Commission onusienne des droits de l'homme récemment. Elle a été soutenue par des pays européens, y compris la Belgique. Les opinions n'ont pas grincé des dents. Il pourrait lui aménager une rencontre ou, à la limite, c'est-à-dire le soutenir en toute discrétion, parce que l'aliénation énergétique oblige à lui vendre, ils lui vendent bien des armes. Les Européens, les Français, les Américains n'ont pas arrêté de lui vendre des armes malgré les génocides commis par l'Arabie Saoudite. Donc c'est de la fausse. Il y a ce que l'hypocrisie de la réelle politique, ce qu'on appelle par hypocrisie la réelle politique. Ben justement, Jamel Lalilache, je vous remercie de m'y avoir amené. C'est vrai que l'assassinat de Khashoggi est particulièrement atroce, révoltant, et qu'on a bien fait de tous réagir de cette manière, de la manière dont on l'a fait en Occident, en Orient, un peu partout. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu une même réaction pour la population du Yémen, pour ces milliers, dizaines de milliers d'enfants qui sont morts de faim, qui sont morts sous les bombardements, qui sont morts de maladies d'un autre âge, pour ce million de Yéménites dispersés, déplacés, pour ces 300 000 morts sous les bombes saoudiennes? Pourquoi a-t-on autant surréagi, j'allais dire, pour la mort de Khashoggi? C'est très bien, et qu'il n'y a quasiment pas eu de réaction pour le peuple yéménite? Justement, c'est ça, justement pourquoi je dis que l'information est orientée, elle est dirigée par les plus grands de ce monde. Et c'est là où il y a la manipulation. Pourquoi il y a eu pour Khashoggi toute cette réaction? Je vais te dire pourquoi, c'est très simple. Nous avons affaire à un quatrième pouvoir aux États-Unis. On ne joue pas avec le journalisme aux États-Unis. C'est un journaliste de Washington Post. Et c'est à cause de ce Washington Post qu'il y a eu tout ce bruit, sinon il serait passé inaperçu. Ils auraient à l'amiable arrangé ça avec les Turcs, et ils auraient fait du bruit, les Turcs, ils n'auraient pas été aussi médiatisés que ça. Et l'affaire se réglerait dans quelques années, ou bien le dossier va être oublié. Mais là, c'est parce qu'il y a derrière un journal indépendant. C'est lui qui a suscité toutes ces réactions en chaîne dans le monde entier. Un journal qui ne permet pas au président Bush de camoufler l'affaire. Restez avec nous, Jamel Lalilache. Brahim Younsi. Jamel Lalilache est en train de nous dire d'une certaine manière que l'indignation est souvent modulée par les États ou par ceux qui tirent les ficelles des États,
par ceux qui tiraient les ficelles de la presse. Est-ce que c'est pour ça que c'est comme ça que vous expliqueriez le fait que l'on se soit autant indigné pour la mort de Khashoggi et pas du tout ou presque pour le Yémen ou en Europe, par exemple, en Occident d'une façon générale? Très peu de gens savent ce qu'endurent les Yéménites. On s'indigne quasiment plus aujourd'hui pour les Palestiniens. Les Palestiniens meurent quasiment tous les jours. Et ils ont subi tout récemment des bombardements. Néanmoins, c'est vrai que les médias ne relaient plus les événements qui s'y déroulent. Et les événements du Yémen sont également occultés. Ce qui s'y passe n'est pas relayé convenablement. Pour revenir à Khashoggi, bien sûr, ce crime est un crime atroce, impardonnable, condamnable, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que Khashoggi a soutenu, a écrit des articles favorables à la guerre contre le Yémen, ce qui n'enlève rien, bien entendu, à l'atrocité du crime commis par le trône saoudien. Mais Khashoggi a été un soutien du trône au Yémen. Cela aussi, il faut le rappeler et le dire. Mais l'atrocité effectivement du crime et de la manière avec laquelle il a été attiré dans un guet-apens, etc., ça a effectivement choqué les opinions publiques. Mais ceci étant, je ne crois pas beaucoup à l'indépendance des journaux, bien que les journaux américains le sont un tant soit peu. Mais je crois que toute cette affaire est aussi une affaire que la Maison-Blanche, j'allais presque dire, pilote, parce qu'elle a besoin de tenir et de faire de l'Arabie Saoudite un pays encore plus, j'allais dire, le mot n'est pas bon, en tout cas plus servile à son égard. La preuve en est, je crois que Mohammed bin Salman va défendre la politique que fait Trump, à la fois en Palestine et dans le monde arabe. D'autre part, les Saoudiens veulent absolument préserver leur espace entre guillemets national, parce que vous savez, avec ce plan qui n'est pas toujours relégué aux oubliettes, notamment par les États-Unis et Israël, c'est celui du Grand Moyen-Orient. Et vous savez très bien que l'Arabie Saoudite qui est concernée comme beaucoup d'autres pays, et je dirais même au premier chef. Et vous avez entendu parler de ce projet d'une Arabie Saoudite qui financerait une sorte d'avatar de la Palestine au Sinaï, c'est une histoire un peu glauque qui circule. Je n'ai pas de documents qui le démontrent et qui le prouvent, mais cela ne m'étonnerait pas. Mais on ressort, en tout cas les États-Unis ressortent la carte jordanienne et le travail est en train de se faire pour qu'on donne une partie ou on cède une partie mitoyenne à la frontière de la Jordanie pour constituer un État confédéral palestino-jordanien. Je crois que c'est cette option qui est en train j'allais presque dire de se concrétiser. En tout cas, c'est cette option-là qui est prise en considération à la fois par les États-Unis d'Amérique et par les pays occidentaux. Et l'Arabie Saoudite est bien entendu très d'accord avec ce plan. Donc, ça puisse être au Sinaï. Vous savez que le Sinaï, l'Égypte, on est maîtresse, à moins que l'Égypte cède une partie du Sinaï. C'est ce qu'il paraît. C'est ce qu'il paraît. Bon.
C'est ce qui paraît. Il semble qu'on voudrait construire une nouvelle Palestine pour débarrasser Israël de tous ces Palestiniens qui sont là à l'occuper illégalement. Bon, je ne crois pas que l'Égypte, céderait un centimètre dans le Sinaï. Merci Ibrahim Younsi, merci Jamal Lalilesh, merci Hadda Hzam, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, slama.